ملي كنمشي لكازا كنسمع هذيك السير انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, au moins ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. قدمنا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله. Le podcast foot. Libre sur le web. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Ma'arif, le podcast foot, édition spéciale avec un invité spécial. Alors, il a été finaliste de la CAN, il a été champion du Maroc, il a été vainqueur de la Coupe du Trône et mieux encore, il a été sélectionné pour être dans le générique de notre podcast foot. C'est Walid El-Greghi. Bienvenue à toi, Walid. Bonjour à tout le monde. Salut Reda. C'était plaisir d'être dans notre podcast. Franchement, oui. Vas-y. Franchement. Bah, tu sais, on est là pour parler de foot et on est là aujourd'hui pour parler de toi. Alors, tu vas commencer par nous expliquer, parce que tu as surgi avec autorité dans notre paysage, comme joueur déjà, et puis ensuite comme entraîneur, d'où tu viens. Voilà, raconte-nous un peu à quoi ressemblait ton enfance, dans quel type d'environnement, quel rapport tu as avec le Maroc, avec les études, comment se fait-il que tu aies commencé le foot pro plutôt tard. Raconte-nous tout ça. Écoute, alors je viens de la région parisienne, banlieue sud, Corbeil-Essonnes. Donc c'est à 50 km de Paris. Voilà, quartier populaire, parents ouvriers. Mes parents sont venus tôt en France. D'abord mon père, puis après regroupement familial avec ma mère, donc mes frères, mes sœurs. On est une famille de 6 enfants. On a manqué de rien. On a grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de nationalités différentes, où les gens s'entraidaient, et où on vivait de football, comme dans tous les quartiers populaires dans le monde, que ce soit au Maroc, au Brésil ou en France. C'est à peu près la même vie, voilà. On se battait au quotidien pour améliorer notre quotidien aussi, mais moi en tout cas j'ai que des bons souvenirs de ma jeunesse. Alors aujourd'hui maintenant ça a bien évidemment changé, il y a beaucoup plus de problèmes et culturels et économiques parce que c'est pas la même période. Mais à l'époque moi j'ai souvenir du vivre ensemble. C'est ça qui me revient. Voilà, j'ai mon voisin, moi je vivais au 3e, au 4e, c'est une famille sénégalaise. Nos voisins d'en dessous c'était des Français, au 1er c'était des Portugais, des Algériens au 5e, voilà, c'était tour de Babel on va dire. Et je crois que ton papa et ta famille est originaire du Nord, c'est ça, de Fnidak, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, mon père est de Fnidak, ma mère aussi. Voilà. Et quel rapport tu as avec le Maroc à ce moment-là? Est-ce que tu viens régulièrement? C'est une terre d'origine un peu lointaine? Est-ce que vous parlez arabe, français? Comment ça se passe à la maison chez les El-Greghi? Non, à la maison, en fait, c'est un peu difficile parce qu'on parle français. Mais mes parents parlent pas très bien français, mais nous on est tellement habitués à parler français, donc c'est les mots Darija, Jibli Hachi, voilà. Mais tous les jours on le parle pas, on va dire de manière fréquente, donc je le maîtrise pas tellement. Par contre, chaque été c'est 2 mois dans le nord à Fnidak. Voilà, Tres Piedras, Refien, les plages. À l'époque, c'était pas aussi construit que maintenant, il n'y avait pas d'immeubles, donc les plages, elles étaient que pour nous, c'était du camping à l'époque, donc les gens venaient un peu de partout au Maroc pour faire du camping là-bas. Voilà, c'est des souvenirs. Moi, j'ai 2 mois au Maroc où tu te réhabitues à la Darija, où tu vis, tu manges marocain, tu vis Maroc. Nos parents ils nous laissent dans le quartier, on fait nous on appelait ça Trofeos d'El Houma, voilà, le quartier un tel il vient te défier, tu joues pour 10 dirhams chacun et l'équipe qui gagne elle prend l'argent et t'apprends à jouer le football de rue marocain. Donc moi c'est des super souvenirs, des super moments. Et on vit toute l'année pour les 2 mois après aller profiter au Maroc. Et je crois, donc, si j'ai bien compris, tu fais des études, y compris des études supérieures, c'est ça? Au départ, moi, je fais mes études. De toute façon, moi, le football, j'y suis arrivé tard. Pour ça que je dis, quand on parle de nous on dit Mekteb, mais il faut de la réussite. Moi, j'ai de la chance. C'est pour ça que je remercie toujours la vie et Dieu en général d'avoir eu cette chance. Parce que moi, ma rencontre avec le football, bien sûr, elle est dans le quartier, elle est dans mon club à Corbeil-Essonnes, qui est un club d'amateurs, où je fais toutes mes classes en jeunes. Mais en fait, j'ai la chance de rencontrer Rudy Garcia, qui est l'entraîneur de Marseille actuellement. Et lui, il arrête sa carrière. Son père travaille à la mairie, à Corbeil, donc il s'occupe des jeunes, il s'occupe du sport en général à la mairie. Et donc, son fils revient, il lui donne l'équipe première.
Donc on est en Ouette 5e division en France. Et moi je suis en junior. Et je passe mon bac. Donc je passe mon bac. Et j'ai mon bac. Je joue pour le plaisir. J'ai plus trop de rêve de finir footballeur parce que j'ai fait des essais partout quand je suis jeune, ça passe pas. Donc je me dis finalement j'ai pas le niveau et j'ai 18 ans, il va falloir que je me réveille. Donc il va falloir que je pense un peu à étudier et à me mettre sérieusement dans les études. Et Rudy arrive et me prend donc avant, je crois 2-3 mois avant de passer le bac, il me fait monter en équipe première. Il me fait monter en équipe première et il me fait jouer un match, je marque. Je joue attaquant à l'époque, je marque. À droite déjà. Non, attaquant, Ah, carrément, 9. Donc pour dire un peu l'anomalie. Donc je joue 9, je marque. Match d'après, il me met remplaçant, me fait rentrer, je marque 2 buts. Et après je continue à marquer. Et je commence à me faire un petit nom, et un petit jeune qui rentre, il a 18 ans, il marque en DH, il était junior. Et là t'as Rudy qui me dit, écoute, tu sais petit, moi je sors du monde pro. Et il commentait les matchs sur Canal à l'époque, tu sais, dans le kiosque et tout. Donc le week-end, le samedi, il allait faire les matchs. Il me dit, je vois des matchs de Ligue 1. Si tu travailles bien et si tu m'écoutes, on peut faire quelque chose. Et moi, je pense qu'il m'allume, tu vois. Je me dis, mais lui, il m'allume, lui, il est fou. Lui, j'ai 18 ans, je suis au quartier. Il me dit que bon, je dis, il m'allume, il veut me tirer le max de moi pour lui faire gagner. Et à la fin de la saison, il m'envoie faire un test à Caen, je crois. Et donc, je me dis, putain, il croit vraiment en moi, lui. Donc, on va essayer. Là, Toujours attaquant. Toujours attaquant. Je passe mon bac, je l'ai, faut aller à la fac. J'hésite, je lui dis qu'est-ce que je fais? Il me dit écoute, va à la fac, mais on va aménager un peu tout ça. Le matin, on va essayer de travailler plus, tu viendras, j'ai les installations grâce à mon père, on va faire du spécifique. On a un gardien qui a un contrat fédéral au club, mais j'ai envie de parier sur toi et il mise tout, le mec il croit en toi. Donc ce que je te dis, c'est des rencontres, le mec il croit en toi. Et même si toi tu crois pas en toi, le mec il croit en toi, il t'oblige à croire en toi. Voilà, donc tu vas en amphi, tu prends la bourse, tu vas, t'étudies, mais en même temps, il commence à te faire rêver. Donc tu te dis, attends, à un moment donné, il faut faire le choix. Donc tu vas le matin, tu loupes un peu les cours. À un moment donné, tu fais le choix. Tu dis, écoute, faut que je me concentre sur le foot. Tu dis, je vais faire une année. De toute façon, l'amphi, pour ceux qui ont étudié, tu connais, c'est t'y vas pas. Si t'as envie d'y aller, t'y vas. Tu te motives pas. Je dis, allez, on va faire une année. On va voir si le foot Garcia et je fais l'année. Donc j'arrête en cours de saison, je me lance à fond, je fais des essais. Et lui, il croit en toi, il te lance, je marque des buts, il m'envoie à Lille, il m'envoie à Caen, il m'envoie à Châteauroux, il m'envoie au Red Star, il m'envoie partout. Et ça passe pas. Les mecs, ils me disent, je suis trop vieux. Tu vois? À l'époque, j'aurais 19 ans et demi, 20 ans, c'est trop vieux, pour te faire un contrat pro, ça passe pas. Et là, tu reprends le coup de bambou, tu vois, tu dis, nous, on monte en CFA2, je fais encore une bonne saison. Et là, il te dit, écoute, on refait encore une année, mais on lâche pas. Et je refais une saison avec lui, je recartonne encore. Et à ce moment-là, je pensais que j'allais partir. Et il n'y a rien. Lui part à Saint-Étienne. Tu vois, il est recruté comme préparateur physique à Saint-Étienne. Mmh. Et je me dis, peut-être qu'il va me ramener avec lui, tu vois. Et il me ramène chez lui, je m'en rappellerai toujours. Moi, lui, c'est comme un père pour moi, de toute façon. Et il me ramène, il me dit, écoute, dis-moi, j'y crois encore, faut pas que tu lâches. Tu sais ce qu'on va faire? Il me dit, moi, je vais à Saint-Étienne. Préparateur physique, donc je serai plus là. Il faut qu'on trouve un club de plus haut niveau. Moi, j'ai parlé avec l'entraîneur du PFC, qui était Hubert Velud. Je sais pas si tu vois, celui qui a gagné la Champions League avec Mazembe et tout ça. Et il dit Paris Football Club. Voilà, et il était au Paris Football Club. Il me dit, on va essayer de passer. Et Hubert Velud ne me prend pas à l'époque pour 800 francs, je crois, tu vois. Et il me propose un contrat amateur. Et il y a le Racing de Paris, donc l'ancien Matra, qui est dans la même division. Et Rudy pousse, il dit, franchement, il va pas aller au PFC, ce serait un gâchis. Prenez-le. Et je vais là-bas en national. Et j'ai 22 ans, je crois, ou 21 ans et demi. Je vais sur 22 ans, quoi. Mais là, tu dis, bon, t'arrives en national, tu gagnes un peu d'argent, comme dans le Houet, tu vois, on te paye, tu t'entraînes, et ton rêve, il part un peu. Tu dis, bon, la Ligue 1, la Ligue 2, c'est fini. Et c'est là que je fais ma meilleure saison. Je casse tout en national. Et t'étais trop vieux il y a 1 an, 2 ans avant, t'as tous les clubs qui veulent te recruter. Donc, j'avais Bastia, Toulouse, donc, Rudy à Saint-Étienne qui voulait me récupérer, Caen qui revient à la charge. Et là, c'est là que je te dis que le monde, il est petit. Moi, je rêvais de l'équipe de France 82, 86, l'équipe du Maroc 86. Tu vois, c'est l'époque Giresse, Platini, Timoumi, les rêveurs. Et un jour, t'as Alain Giresse qui t'appelle au téléphone. Donc, t'imagines bien moi, enfant des quartiers populaires. Donc, j'imagine moi en parallèle, c'est comme si tu disais à Casa, Timoumi t'appelle, tu vois. Mmh. T'es gamin, Timoumi t'appelle, et entraîneur, je sais pas où, c'est Timoumi qui t'appelle. Donc, Giresse il m'appelle. Tous les autres clubs, je les ai oubliés. Il me dit, moi, écoute. T'es âgé, tu vas faire 23 ans.
Mais contrairement aux autres clubs, je vais pas te donner 1 an ou 2 ans de contrat, je vais te donner 4 ans de contrat. Et on va travailler, mais je crois en toi. Et j'ai signé à Toulouse, c'est mon premier contrat professionnel. J'ai sur 23 ans et tu signes à Toulouse. Donc tu vois comme quoi il faut pas lâcher. Donc Rudy est content, les parents sont contents, toi tu réalises ton rêve. Et tu deviens pro. Et tu deviens pro. Vous écoutez Radio Ma'arif. Et là, du jour au lendemain, tu te retrouves avec William Prunier. Tu es à Naples, à Marseille, Marc Libra, j'y reste comme entraîneur. Et là, ton rêve, il débute, tu vois. Mais moi, la chance que j'ai, c'est que je viens du quartier, j'ai pas vécu les centres de formation, j'ai faim. Je sais que c'est une chance, une opportunité en or, tu vois, de vivre mon rêve. Donc j'ai encore plus faim que les autres, donc je viens 1 heure avant l'entraînement, je pars 1 heure après, je travaille mes gammes, j'ai envie de croquer le foot à pleines dents, tu vois. Donc je suis plus frais que tout le monde, tu vois. Je suis pas usé moi par le football, justement, au contraire, j'ai envie de découvrir. Et donc après on monte en première division, je fais ma première sélection en équipe nationale. T'imagines pour 2001. 2000 je crois. Je crois que c'est janvier. Ouais, c'est Pays Basque. Bref, mais c'est là où tu changes de poste. À quel moment tu changes de poste? Non, je change après moi. En fait, je suis encore à ce moment-là. Je commence attaquant à Toulouse avec Libra devant. J'y reste, trouve que je suis pas un attaquant. Il me pose sur le côté, donc excentré gauche ou droite, tu vois. D'accord. Donc changement de poste, mais pas de problème. Mais pour revenir au rêve, je te promets, moi j'étais voir Maroc, France-Maroc à Marseille, et je suis au Racing. Donc la fameuse année où je casse tout. Donc c'est l'année 98 où ils éclatent tout le Maroc, Coupe du Monde, tu vois, ils me font rêver, je les vois à la télé et tout, et on va à Marseille. Je regarde l'après-midi le match, il est à Martigues des Espoirs avec Rachid Taoussi qui était l'entraîneur, donc c'est la génération Brazit, Barki, Sfri, tout ça. Je les regarde, là, le soir on va regarder le match à Marseille, et je regarde le match de l'équipe nationale, et à un moment donné je me tourne devant un de mes meilleurs amis d'enfance, et je lui dis, tu vois, je te jure que je peux jouer dans cette équipe. Et mon pote, il me tue un peu, tu vois. Au lieu de me dire, ouais, et il me regarde, il me dit, arrête un peu tes conneries, t'es en national. Je rate l'équipe nationale. Il dit, عرفتي شحال فرقة النيبات. Et je dis, wallah, que je peux jouer avec eux. Et 2 ans après, donc pratiquement, donc j'arrive, tu te rencontres avec Nibet, avec Mustafa Haji, avec mec, tu es Tarl Khalej, Basser. Là, j'ai pris la vraie gifle dans ma carrière, c'est là. C'est quand tu te retrouves avec eux que 2 ans avant, tu rêves de jouer avec eux, tu vois. Donc en fait, ouais, pour bien comprendre, en 98, tu les regardes à la télé. Ah donc oui. Tu connais l'équipe, hein. Ah oui, je les connais tous. Tu connais tout le monde. Tout le monde. Voilà, donc Bassel, Camacho, Tout le monde. Nibet, Chipo, Rossi, tout le monde, A à Z. Voilà, et 2 ans après, tu débarques. Comment tu as accueilli à l'époque où des profils comme le tien, ils sont pas super courants? Comment ça se passe l'intégration? Écoute, au début, contrairement à aujourd'hui, avant, tu avais beaucoup de joueurs locaux. Voilà. Donc la base, c'est le sens de ma question. C'est les joueurs formés au Maroc, qui sont pratiquement tous à l'étranger quand même, Oui. tu vois. Dans des bons clubs en plus. Hein. Et dans des très bons clubs, non, mais top génération. Et donc en fait, comme on va dire comme binationaux, t'as moi, Hamzine, Ouadou. Hamzine donc latéral également de l'autre côté. Garib, Hamzine. Bon, Mustafa, il était là depuis 94. Triki n'y était plus moi quand j'arrive, ouais. mais en gros il reste Mustafa. Et après t'as Hassan Kachloul quand il cartonne à Southampton qui revient mais qui était là avant. Donc en fait on est en minorité. Écoute, ça se passe bien. Les anciens, moi, ils m'ont bien accueilli. Comme dans toute équipe nationale, ils attendent que tu fasses tes preuves. Mm-hmm. Donc tout de suite, faut que tu montres. Moi, j'ai la chance, premier match, je marque contre Pays Basque. D'ailleurs, c'est mon seul but en sélection. Mais malheureusement, il compte pas parce que c'est pas une sélection nationale. C'est pas un pays. Ouais. Donc ça, c'est mon deuil, tu vois. Tu marques un but, mais il comptera jamais, tu vois. Donc peut-être qu'un jour ils vont être reconnus comme pays. Tu vas voir donc mon fils, quand je dis que j'ai marqué en équipe nationale, il le trouve nulle part, tu vois. Donc ça, c'est marrant. Mais moi, la chance que j'ai, c'est que je tombe sur des compétiteurs. Ça, ils me l'ont donné, tu vois. Je pense qu'après, je l'ai refourgué un peu en 2004 aux gamins quand ils arrivent, tu vois. Avec Nordine, avec Youssef Sfri, parce qu'il lui aussi, il avait intégré à peu près pareil que moi, tu vois. C'était un jeune. Donc, on a goûté un peu à cette équipe 98. Les mecs, l'équipe nationale, c'est important. Il faut toujours être au taquet. Il faut donner du plaisir au peuple. Et qui c'est qui t'impressionne dans cet effectif, dans les moi tous. Moi, quand j'arrive, ça va trop vite. Ça va trop vite, mais ça te paraît facile en même temps. Tellement ils sont forts, ça te paraît facile. C'est-à-dire, contrairement à Toulouse, quand tu t'entraînes, quand t'arrives là, t'as l'impression que t'as toujours une solution, parce que quand tu donnes le ballon à Mustafa, il te le rend avec du chocolat. Quand t'es avec Nibet, moi j'étais excentré à l'époque, donc Nibet, tu sais que pied gauche, il peut te la mettre dans les pieds lancés. Basser, c'est un feu follet, il te fait 15 000 appels. Camacho, tu lui envoies un l'air, tu sais qu'il va gagner 9 fois le ballon. Non, Hadroui, c'est un super joueur. T'avais que des top players. Et des mecs comme Tarl Khalej, humble, le mec il a joué à Benfica, je crois qu'il était à Southampton à l'époque. Ouais, quand je suis en équipe nationale à Southampton.
Mec, il t'accueille, il te parle. C'était des top mecs. Bah, ça reste des top mecs de toute façon. Mais moi, j'ai toujours été bien accueilli en équipe nationale, franchement. Alors on va faire un petit avance rapide. On arrive à la compétition que tous les Marocains ont encore en tête, en tout cas celle qui nous a marqué en termes de résultats, c'est la CAN 2004. Et puis je voudrais que tu nous parles un peu d'un match de légende, ce fameux Maroc-Algérie. Alors on va reposer le contexte. On est en quart de finale. On est à Sfax. On est en février 2003. Il fait pas très beau. 2004 pardon. Il fait pas très beau. Le stade est complètement acquis à la cause des Algériens parce que Sfax est juste à côté de la frontière algérienne. Et là, tu me disais que d'un seul coup, tu as compris que le match avait été beaucoup plus politique que tu l'imaginais. En fait, nous, on se rend pas compte au départ. On fait notre tour de qualif, déjà personne croit en nous. On tombe un peu dans un groupe de la mort parce que les gens oublient qu'il y avait l'Afrique du Sud qui sortait de la Coupe du Monde 98, et comme une belle Nigeria. génération, et le Nigeria. Alors, le Nigeria, ils avaient une dream team. On sort de la poule, quart de finale l'Algérie. Bon, ce qui est bien, c'est que dès que tu sors des poules, t'as 3 jours ou 4 jours avant le quart de finale, donc t'as pas trop le temps de réfléchir. Mais en fait, dès que tu termines le match, dès que tu sais que c'est l'Algérie, déjà nous, on était beaucoup de jeunes issus de l'immigration, donc dans nos quartiers, on a grandi qu'avec des Algériens. On va dire leur nom. Il y avait Zéheli, il y avait donc toi, Zahiri, Aslam Chamak, Waddo. Haji, Wadou, Kharja, il y avait en temps moins 8 ou 9, facile. Ouais. En même temps, dans l'équipe, dans les buts, on va compléter. Il y avait Fouhami. En charnière, il y avait Nibet et donc Wadou. Devant, qui c'est qui joue au T'as milieu de Jamel terrain? Alioui qui est issu de l'immigration aussi, qui est dans l'effectif. Après t'as les joueurs, on va dire locaux. Nabil même Baha. si t'as Nabil Baha. Qui est dans le groupe Ouais, aussi. voilà. Donc on est une dizaine, 9, 10. Donc nous on sait. Tu reçois plein de coups de fil, tous tes potes, on va vous battre, l'Algérie, faut pas perdre, et t'as tes potes marocains, t'as pas intérêt à perdre, sinon on va se faire chambrer, et d'un coup tu commences à avoir la pression, tu te dis, mais attends, ouais, si tu le perds, en fait tu te rends compte que si, ouais, ça devient politique, attends, c'est l'Algérie, c'est le derby, politique, à ce moment-là, c'est important de pas perdre contre ton rival, de toute façon, peu importe le derby, tu dois toujours le gagner, mais en fait on se rend compte quand on arrive au stade, que ça va être compliqué. Parce que quand tu arrives au stade, nous on joue les premiers matchs, t'as ton petit public marocain, le stade est pas trop plein, t'as pas trop de Nigeria, t'as pas trop de mecs de l'Afrique du Sud, donc ça va, mais quand t'arrives à Sfax, que tu vois qu'en fait le stade, il est vert et blanc, et que t'as une petite partie de ton public marocain. On était 800, je vais le dire. Voilà, mais Voilà, côté beaucoup d'étudiants. un peu côté tribune présidentielle, Ouais, si je me rappelle. C'était à droite, Voilà, c'était là où Chemar marque à droite. Voilà, à droite. Tu les vois, les pauvres parqués, et tu vois tout le stade, et là tu te dis, Et même en termes de profil, il y avait beaucoup d'étudiants en médecine, en pharma, beaucoup de filles, de jeunes garçons. voilà, c'était bon enfant. C'était bon enfant, voilà. Il y avait et puis de l'autre côté, il y avait des vrais supporters En de face, foot qui voilà. vont mettre la pression, etc. En face, moi, je me rappelle avoir reçu un téléphone portable à l'échauffement. Les gros téléphones, pas les tout fins maintenant, les gros, tu te rappelles, à l'époque, à côté de ma cheville. Et genre tu sais, les trucs de musique, là, que tu frappes, là, avec, Tambourin. tambourin, ouais. Un genre de tambourin qui jette. Et en fait, quand on rentrait dans le vestiaire, t'avais les mecs au-dessus de la tribune qui nous avaient vus d'en haut, qui nous jetaient des trucs. Et là, tu dis, ah ouais, là, c'est la guerre, c'est plus le foot. Là, il faut pas perdre. Et en fait, les gens ne le savent pas, mais nous, l'équipe d'Algérie, on les connaît, les joueurs. On joue contre eux en Ligue 1. On joue contre eux pratiquement. Il y avait Antariaya, il y avait Sherad, il y avait comment il s'appelle, je crois que Jamel était là aussi, Belmadi. Jamel y est, il y a Mansouri. Non, il y avait le meneur de jeu qui lui jouait pas en Ligue 1, c'est Hachiou, qui avait marqué un mais super le reste, contre voilà, mais l'Égypte. le reste, c'est les mecs qui jouent en Ligue 1 parce qu'on les connaît. Je me En fait, rappelle parce qu'il chantait Hachiou. Voilà. Pendant tout le match, c'est ce que j'entendais. et d'habitude, on se dit bonjour, c'est fraternel entre nous. Et là, t'arrives dans le tunnel. Nous, un bon Marocain, ça va les gars, les mecs veulent pas te serrer les mains. T'arrives, tu te dis, oh, qu'est-ce qui vous arrive les gars? Oh, c'est un match de foot. Ah non, eux, c'était pas un match de foot. Et c'est là que tu te mets en mode guerrier, tu te dis, bon, ok, ah ouais, vous oubliez qu'on se connaît, donc vous oubliez tout ce qu'il y a avant, donc ok, on va aller à la guerre, on va aller au combat, mais à la fin du match, on verra. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans cet état d'esprit, parce que je me rappelle, moi, avec Abdes, avec Youssouf qui jouait avec Yaya à Bastia, et je lui dis, t'as vu ton gars? Ah ok, ouais. Il me dit, joue, on va les taper et on parle après. Et donc on rentre et là on se rend compte, et c'est un match. Tu sais, c'est ce que je dis. Ça, c'est un match de légende. Tu vois, quand on parle de match de légende, ça, c'est un match de légende. Parce qu'il y a tout. Bien sûr, il y a du suspense, il y a deux grosses équipes, il y a un vrai enjeu. Voilà. Il y a un et public, il y a le scénario. Et il y a un scénario, bien et si sûr. tu veux faire un film, si tu veux le penser,
tu le fais comme ça. Bah, on va rappeler le scénario. Alors donc ouverture du score algérienne par Sherrad, c'est ça? À la quoi, 82e? 80, ouais, autour de la 80e minute parce que je crois que c'est Talal Khalkhouli qui est un peu blessé. Talal se blesse à l'ischio. Voilà, il reste sur le terrain. Il demande à sortir. On met du temps à faire le changement. Exactement. Il reste sur le terrain. Le temps qu'il change, il est pas bien. Problème de placement. Il dévie le ballon. Le centre. Légèrement le centre. Moi, qui arrive pile sur la tête de Sherrad. Et moi, je suis et là, tu vois, c'est des trucs où tu peux t'en vouloir. Tu sais, ce que je dis moi souvent à mes joueurs. Il y a des petits détails, des petits mètres, tu peux le regretter toute ta vie. Et moi, quand il marque, mais le monde me tombe sur la tête. Mais je te dis, je crois que j'étais à 2 doigts de pleurer sur le terrain. Je dis, c'est pas possible. Et on n'a plus de temps pour revenir. Comment on va faire? Et je me rappelle qu'à l'engagement, on frappe le poteau. Ouais, et on le voit pas parce qu'il y a des fumigènes. On le voit pas, il est fumigène. Nous, on le voit sur le terrain. Je crois que c'est Marouane Chmar. C'est Marouane. Ah ouais. Et là, quand il tape le poteau, tu dis, ça y est, elle est repartie Nous, l'occasion. au stade, on l'a pas vu, cette action-là. On sait pas qu'on a loupé une occasion. Mais vous le savez, vous dites, la chance est passée. C'est vrai, exactement. Quand t'es joueur de foot, là, tu te dis, l'opportunité, elle revient, on aurait pu tout de suite calmer. Et Fouhami qui sort un ballon. Et Fouhami, il sort une frappe de Sherrad, je crois. Et en fait, tu te rends compte que, tu sais, c'est fou, là, avec les années. Tu te dis, mais c'était écrit, c'est pas possible. Parce que ces 8-10 minutes, là, qu'on est en train de raconter, moi, sur le terrain, j'ai l'impression qu'on a le temps. Tu vois, alors qu'il reste plus rien. Parce qu'on attaque, eux, ils se mettent derrière. Et je me rappelle qu'à un moment donné, je me mets derrière avec Hussein, je dis à Hussein, viens, on se met, je dis à Nordine, j'ai dit, vas-y, on n'a plus rien à perdre avec Wadou, je dis, vas-y, montez. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il y a la fameuse action de Sherrad, parce qu'on est un peu... Oui, parce que vous avez découvert le. Ça y est, on se dit, on y va. Il y a Nibet qui est quasiment en position d'avant-centre. D'ailleurs, il est sur la trajectoire du centre. Et heureusement, il la loupe. Et heureusement qu'Wadou la loupe aussi. Elle arrive à Chmar, c'est un débordement, donc, de Mohaïa Koubi, c'est ça? Ouais, avec un dédoublement. Jawad Zahiri qui fait une Jawad Zahiri. Voilà, ça passe en retrait et Chmar contrôle, dans ma tête, il contrôle 1 heure, quoi. Exactement. Tu vois, c'est pourquoi je te dis ça, parce que je pense que tout le peuple marocain, au même moment, je pense qu'on est tous connectés. Et le fameux contrôle de Marouane, et même moi qui suis sur le terrain, t'as envie de dire, mais tire, mais vite, tire, dépêche-toi, il va siffler l'arbitre. Tu vois, et en fait, et tu te dis, est-ce qu'il va louper? Et puis quand il rentre, ça y est, c'est extraordinaire. Et là, le match change complètement d'âme parce que au niveau des prolongations, psychologiquement, voilà, ils sont atteints. Non, on les tue. Dès qu'on égalise, on les tue. Et il se passe ensuite 2 buts, donc de tête de Zahiri et de Haji, c'est ça? Ouais, voilà. Zahiri qui fait un débordement, qui ça se termine qui dans met son but. Ça se termine dans un chaos incroyable. Et si je me rappelle bien, c'était l'anniversaire de Nibet, qui était. Peut-être, tu vois, il a pas dû le dire, lui. Il l'a caché. Si, il l'a dit parce qu'on avait. Voilà. Et comment ça se passe ensuite dans les vestiaires avec les Algériens entre vous? Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller au bout? Est-ce que vous êtes juste content de ce match qui a eu lieu? Comment ça se passe? Nous, en fait, je pense que cette génération, quand on est parti là-bas, on est parti pour la gagner. Et on y croyait. On y croyait. On avait. En fait, nous, on croyait en nous parce que quand tu connais le football. Je parle surtout les anciens, Nordine, moi, Wadou, Sfri, on a joué, on connaît les bons. Tu sentais le talent. Quand tu arrives en sélection, quand tu vois Chamakh, même si c'est à 18 ans, 19 ans, tu sais que Chamakh, c'est un super joueur. On a beau me dire que, on savait, Zahiri, c'est pas un gâchis parce qu'il a fait sa carrière, mais c'est un artiste. C'est un artiste comme peut-être on n'aura plus au Maroc, tu vois, t'en as un par génération, il est extraordinaire comme joueur. Après, tu vois un mec comme Youssouf Hadji, qui pour moi n'a pas fait la carrière qu'il mérite par rapport au talent, parce que il a son grand frère qui est un peu c'est la chape de plomb, tu vois. Il sera toujours comparé avec Mousse, mais pour moi il est aussi fort que Mousse. Youssouf, c'était un super joueur. Tu vois Mohali Yagoubi, tu vois Youssef Sfri. Tu te dis mais t'as l'équipe pour la gagner, pourquoi tu la gagnerais pas? Et je me rappelle moi avant de partir d'Ajaccio, c'était Bijota mon entraîneur. Il me dit de toute façon tu pars à la coupe, tu pars à la CAN, on t'a prévenu, de toute façon tu vas faire 3 matchs, vous allez revenir. Et je lui dis on va la gagner coach. Je me disais qui comme joueur? Et je lui ai dit ce que je te dis. Je lui ai dit, c'est qu'on a Chamakh. Il me dit, c'est un gamin, on a lui. À la fin, j'étais à 2 doigts d'avoir raison si on l'avait gagné, mais on y va pour la gagner. Donc, on avait peur du match contre l'Algérie parce que ça restait un derby. Et tu sais que ces matchs-là, ça joue sur les détails. Mais après, pour moi, le meilleur match qu'on fait, c'est pas l'Algérie, c'est le Mali. Ah, mais le Mali, on le gagne on a l'impression qu'il y a une euphorie. Tout le monde marque, c'est Moursali qui frappe. On est costaud, là. Là, il peut rien nous arriver. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'il nous fait mal parce qu'en finale, après, je pense que ce match-là, on n'aurait pas dû le gagner 4. Tu vois ce que je veux dire? On était tellement bien, on avait envie même d'en remettre 6. Mais parce que eux aussi, c'est pareil. C'est une histoire. On les joue en amical à Casa. Peut-être 1 an et demi avant la CAN. Et on perd 1-0 pendant le Ramadan. Et eux, ils ont une équipe de malades. Hein. Ils ont les Diarra Frédéric. Ils ont Kanouté. Ouais, Frédéric ils ont Momo Sissoko. Ils ont. Mais c'est une domination totale ce match. Mais en fait, on les surprend. On joue à 4 ce match-là. Toi, je pense qu'ils avaient travaillé. Ils avaient travaillé
parce qu'on jouait en 3-5-2 à l'époque, et je pense qu'ils préparent tout leur système pour le 3-5-2, et en fait on a Talal qui est blessé et le coach prend l'option de passer à 4, et je pense qu'ils sont surpris, et on marque 1, 2, après c'est fini. Toi, en tant que latéral, tu préfères quoi? Être latéral dans un système à 3 centraux ou à 2 centraux? Non, moi je préfère à 3 parce que moi je suis Tu un peux être plus ancien, offensif, je suis un ancien attaquant, donc déjà moi passer arrière droit, ça m'a frustré, ça me frustre encore toute ma carrière et toute ma vie. Après ça m'a permis de durer et de gagner ma place en équipe nationale, parce que c'est pas sûr que en étant resté excentré, j'aurais joué à la place de Jawed ou de Moha ou de un autre, donc ça m'a permis d'avoir un poste. Mais bien sûr, j'étais mieux à 3 parce que j'avais tout le couloir, j'avais le coffre. Mais après c'est Roland Courbis qui me reconvertit à arrière droit, tu vois. Donc, alors on revient sur cette, donc on bat le Mali 4-0, on arrive en finale, et là bon, moi je vais te raconter ça vu des tribunes, parce qu'il y a une autre perception. On a l'impression quand on arrive à Tunis, tout est écrit. Voilà, moi c'est la perception que j'ai, c'est-à-dire que la Tunisie doit gagner, parce que on a l'impression qu'il y a une espèce d'élan, c'est à la fois politique, c'est la société, c'est sportif, et quelle que soit l'équipe, elle a souffert, cette équipe, pour arriver en finale. Elle a battu le Sénégal dans un match, c'était n'importe quoi. Elle a battu le Nigeria au penalty, si je me rappelle bien. Il y a beaucoup de polémiques, mais on voit bien que tout le vent qui est disponible en Afrique du Nord va souffler dans ses voiles, et en plus on fait un super mauvais début de match, tu te rappelles, où on prend l'eau. Tu peux en prendre 3 les 20 premières minutes. On est et on revient. C'est là où les regrets arrivent. On revient par cette tête de Morsali. Et là, j'étais à Radès, c'est le silence total, quoi. On a l'impression que on a fait le plus important. On n'est pas mené au score alors qu'on n'a pas été bon, et on a l'impression que ça va ça va revenir, quoi. Il se passe quelque chose, malgré tout le pressentiment qu'on avait que cette finale était écrite pour la Tunisie. On est revenu, on n'est pas mort. Comment vous avez senti ça, vous? Moi, avec le recul aujourd'hui, je me dis qu'on manquait trop d'expérience. Je parle pas individuel, hein. Je parle de ce genre de rendez-vous, en fait. En fait, c'est ta première finale de Cannes, historiquement, après celle de 76. Donc, tu sais pas comment tu prépares une finale de Cannes. En 76, il y avait pas de finale, en plus. En plus, c'était format championnat. C'était un tournoi. Donc, c'est ta première. En fait, tu te rends compte avec le recul, parce que sur le coup, tu t'en rends pas compte. C'est toujours après qu'il faut tu fais une erreur, c'est qu'à l'hôtel. Déjà, tu perds ta finale à l'hôtel. Ouais, l'hôtel, il est ouvert, c'est le grand bazar. Et en plus, au Maroc, c'est l'euphorie. Les mecs, ils viennent de partout. Ils veulent venir voir la finale. Ils viennent la veille. L'hôtel, il est plein. On te met dans un hôtel. On te retire tout ton confort. Avant, on était en vase clos, concentré, 2 par chambre. Là, tu te retrouves dans un hôtel. Il est immense. T'es chambre individuelle. Donc, la veille de la finale, tu dors tout seul. Alors que d'habitude, t'es avec ton compagnon de chambre avec qui tu peux te confier. Si t'as la pression, tu parles. Demain, attention. Pour toi, c'est Abdeslam. Moi, c'était Wadou. Ouais. T'as chacun ses habitudes. Et là, tout change. Bon, c'est pas grave. Tu vas pas te cacher derrière ça. Le lendemain, les Tunisiens, ils sont malins. Bravo à eux. Ils ont l'expérience. T'arrives, tu sors de l'hôtel, tu mets 2 heures avant d'arriver au stade, alors que c'était prévu de faire une demi-heure. Donc t'arrives en fait, avant l'échauffement, t'arrives pile 10 minutes avant de sortir à l'échauffement. Donc en fait, tes habitudes que t'as avant le match. Ton petit rituel de te faire masser, de te détendre, de te mettre ta musique, de te concentrer, de te parler entre nous pour préparer le match. Là, t'as rien. T'arrives, c'est l'urgence. On dit, déjà, t'es en panique quand t'es sur la route, parce qu'en fait, t'es bloqué. En fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ils nous ont fait passer par une route où la route du stade, elle est bloquée. Ouais. C'est-à-dire que t'es sur la rocade à Casa et c'est bloqué, t'as pas où passer, et t'as des motards qui font exprès de pas te faire passer, et t'as les mecs qui frappent dans les vitres, qui te mettent la pression. C'est de bonne guerre. C'est l'Afrique. Mais ça te sert d'expérience. Donc, mais en fait, ce qui me sert d'expérience, moi, en tant qu'entraîneur aujourd'hui, c'est la préparation d'une finale et d'un match. C'est-à-dire qu'en fait, on n'était pas prêt, parce que quand tu vois le premier quart d'heure qu'on fait ou les 20 premières minutes, t'es pas rentré dans le match. Non. Et en fait, tu te rends compte que c'est les détails. Peut-être tes 20 premières minutes, c'est la route que t'as passé pendant 2 heures, tu vois, ou la veille du match. Et en fait, on s'en sort bien, comme t'as dit, parce que tu peux en prendre 3 ou 2 et le match, il est terminé, mais t'es encore vivant. Exactement. Et comme t'es encore vivant, et quand tu commences un peu à te réveiller, c'est le dernier quart d'heure avant la mi-temps, et là, t'accélères, tu marques. Donc tu dis, quand on accélère, on est meilleur qu'eux. Et tu fais le plus dur, et t'arrives à la mi-temps, et je sais pas si c'est Nordine qui le dit, ou je sais pas qui, il dit, les gars, c'est pas le plus dur. Là, on a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, on va les plier. Maintenant, on reste concentré, on fait plus d'erreurs. Après, on parle de Mekteb, de trucs. T'arrives l'erreur de Khalid. Khalid Fouhami, donc qui fait une erreur de main et qui te fait une belle Coupe d'Afrique. Donc après, voilà, ça arrive. Qui a été complètement bousillé par ça. Ouais, et en plus c'est malheureux, parce que c'est le moment, comme tu dis, tu le sens dans le match que ça y est, les Tunisiens peuvent plus accélérer, ils ont plus rien. Et toi, t'es bien, et tu sens que si plus le match il avance, et plus ils vont avoir la pression du public, et plus toi tu vas peut-être aller la chercher, cette Coupe d'Afrique, alors que personne te dit que tu vas pouvoir la chercher au départ. Après, c'est les regrets. Après, c'est le football, je vais te dire. Vous écoutez Radio Ma'arif.
quand on repense à cette génération, qui est génération, l'équipe de Zaki, il y a eu un an après, 2 ans après, ce même match à Rades où il faut gagner pour aller en Coupe du Monde. Non, on fait 2-2 en fait. Il faut 2-2, il faut gagner. Il faut gagner. On mène 2 fois au score. Voilà. On mène 2 fois au score. Finalement, on fait 2-2 et on va pas en Coupe du Monde. Moi, je voudrais te poser une question sur Zaki. Quel est son rôle dans la construction de cette équipe? Comment tu vois aujourd'hui, et maintenant que tu es entraîneur, tu es devenu son confrère, comment tu vois son travail? Zaki a fait quelque chose de formidable, c'est que pendant 2 ans, c'est-à-dire le temps des qualifications pour la Coupe d'Afrique 2004, il a construit un groupe, il a créé un groupe. Un peu comme Hervé là, avec la Coupe du Monde. Au début, on y a été doucement. Il a cru en nous, on croyait en lui. On était prêt à mourir avec lui. Et c'est ce qu'on a fait pendant la compète parce qu'il nous a toujours dit qu'on pouvait la gagner. Et on l'a suivi parce que pour nous, Zaki, c'est Zaki, hein, le joueur, nous a fait rêver. Et je pense, et il m'en voudra pas si je le dis, je pense que l'erreur qu'il a faite, c'est que derrière cette épopée, je pense qu'on avait une famille. On avait créé une famille. C'est-à-dire que ça y est, on était tous frères, on était prêts à, comme la France, là, je vois maintenant quand ils se réunissent. Et derrière, je pense qu'il a fait trop de changements. Je pense que l'erreur aussi avec Nordine, c'est une erreur qui est pas venue au bon moment. On n'avait pas besoin à ce moment-là. Et donc, en fait, avec le recul, tu te rends compte que des petits détails, des petits grains de sable, ça peut te tuer la machine. Parce qu'en 2 ans, il faut quand même le rappeler, donc Nibet disparaît de l'équipe. On va pas rentrer dans les détails à chaque fois, mais Mortali n'est plus non plus dans l'équipe. Yacoubi, il y a beaucoup. Non, Nabil Ba n'est plus là. C'est-à-dire que même les bons remplaçants, voilà, comme je dis. Fouhami n'est plus là. En gros, on avait créé un groupe où, comme je le dis, une équipe nationale, tu dois personnaliser un peu les postes, t'as un peu les mecs, tu sais que quand il vient, c'est lui qui va jouer parce qu'on sait que ça y est, il a gagné sa place, il est fort. Et rien n'est remis en cause. Et les remplaçants ont accepté leur rôle et ils savent que s'ils doivent jouer, ils vont donner le maximum. Et quand ils vont rentrer, même si ils sont meilleurs, eh ben ils accepteront peut-être de ressortir de l'équipe parce que Safri est titulaire, parce que Nibet est titulaire. Et là, on a assisté pendant les 2 ans de qualification à la Coupe du Monde à des gens qui arrivaient, des gens qui repartaient parce qu'ils étaient un peu moins bons au club, alors que 2 ans avant, même quand ils étaient moins bons au club, ils venaient quand même. On avait créé un groupe. Est-ce que toi, si je le traduis, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as fondé une famille, quoi. Tu as fondé une famille et quelque part tu te sens un petit peu trahi quand, si tu traverses un mauvais moment en club, tu perds ta place en équipe nationale. C'est ce que tu es en train de dire? Non. Aujourd'hui, je suis entraîneur, donc je peux comprendre la vision qu'il a eue. Maintenant, avec le recul aussi, on peut voir l'erreur qui a été faite. C'est que une sélection, c'est difficile à créer un groupe. C'est très difficile. Quand tu l'as créé. Après, ça joue sur des détails. Si tu retires 2-3 joueurs, ça peut te déséquilibrer ton groupe. Par exemple, je prends Rami en équipe de France. On sait qu'il va pas jouer, mais il est important dans le groupe. Pourquoi? Parce que c'est un leader mental. Et il est là, il te met l'ambiance. Quand il y en a un qui est en train de faire la gueule, bah lui peut-être il va le remettre dans le rang. Et c'est des joueurs qui peut-être pour l'opinion publique sont pas importantes, mais pour un groupe sont importants. Et il y avait des joueurs qui étaient importants dans notre groupe et qui était plus là, donc ça a déséquilibré un peu le truc et ça a un peu remis un peu la hiérarchie un peu en question et moi je pense que ça a pas aidé. Après est-ce que si on avait gagné le même groupe on serait qualifié, ça veut rien dire non plus, mais tu m'as demandé avec le recul si je pouvais trouver des choses, c'est peut-être ça. Moi, j'ai une image qui m'est revenue en tête pendant que tu racontais ça. C'est toi dans la zone mixte avec un téléphone. On va pas dire la marque parce que tu avais été homme du match, une espèce de grand téléphone qui était en même temps une console de jeu. Ouais, on va pas dire la marque. Ouais, mais ça avait pas super bien marché. Je me rappelle. C'était quel match où tu avais été homme du match? L'Algérie. Ah, en plus. Ah ben voilà, c'est la gloire quand même. Écoute, tu parles d'un match de légende, tu as été joueur du match d'un match de légende. Écoute, j'ai été surpris qu'on me donne ce titre, mais écoute, moi franchement, là, ça m'a pas. Le seul truc, c'est que j'aurais aimé être maintenant et avoir le iPhone X là. Ouais, bah alors on va dire la marque de l'autre, c'était un Nokia Engage. Voilà, Engage. Voilà, exact. Vous écoutez Radio Ma'arif. Donc on va faire un grand avance rapide. Alors on se retrouve en 2013, fin 2012, 2013. Walid Regragui est arrière droit, donc il a traversé la ligne de touche, il s'est assis sur le banc et il est adjoint de la sélection nationale avec Rachid Taoussi. Entre temps, j'imagine que tu as fait la formation, tu as connu un cursus quoi en France d'entraîneur quoi. En France, en fait, j'ai arrêté à Grenoble en 2010 et 2009-2010 et c'est où je continue. J'ai une offre de Vannes, j'ai une offre de Istres en Ligue 2.
où je pousse, j'ai 33 ans, où je pousse et j'essaie encore de me faire plaisir, où je pense tout de suite à la reconversion. Moi, entraîneur, c'est ce que je dis, c'était un rêve. De toute façon, je savais que j'allais finir entraîneur. On le savait déjà quand on te voyait joueur. Et je rêvais d'être entraîneur et je rêvais de mettre en pratique ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi. Donc voilà, j'ai toujours été dans la recherche, je suis toujours resté en contact avec les entraîneurs que j'ai eus. Donc c'était la suite logique. Et en fait, je me dis, à ce moment-là, donc t'as les Guardiola, les Mourinho qui sont jeunes, t'as plein d'entraîneurs jeunes, et je me dis, perds pas de temps, passe tout de suite tes diplômes, parce que si t'attends t'attends jusqu'à 36 ans, le temps de passer tes diplômes, et je dis, allez, ça y est, le football c'est passé, tu vas aller jouer en Ligue 2, tu vas rien apporter, ça va rien te rapporter. Autant commencer à passer les diplômes. Et donc, je suis rentré en région parisienne et j'ai passé mes diplômes. Donc, faut savoir qu'en France, c'est quand même compliqué de repasser tous ces diplômes. Donc, on est passé d'abord par l'animateur senior, je l'avais passé quand j'étais joueur. Après, il y a le brevet d'état premier degré. Donc, c'est sur une année. Donc là, tu repars dans les bancs de l'école, tu repars sur le terrain, tu dois prendre une équipe de jeunes. Il n'y a pas une formule accélérée pour les joueurs pros, enfin les anciens pros. En tout cas, sur le premier degré, tu es obligé de le passer comme tout le monde. En fait, après, quand tu veux passer la pro UEFA, là, par contre, il y a des cursus spécifiques. Et encore, ça c'est pour les internationaux français. Ah d'accord. Quand tu es international marocain, tu apprends que quand tu es en France, ça sert à rien. T'es pas considéré comme un international. D'accord. Donc tu fais cette formation et c'est ton premier poste oui. sur le banc de touche, c'était celui de l'équipe nationale avec Rachid Taoussi. Bah écoute, tu vois, c'est ce que donc, je te disais. Premier match, c'est Maroc comme pour Rudy Garcia. Des fois, il y a des tu vois ici des Erdatlo Alidine. Eh ben écoute, je suis chez moi, c'est mon anniversaire et je reçois un coup de fil de Rachid. Il me dit, écoute, je prends l'équipe nationale, j'ai besoin d'un jeune entraîneur. Je sais que tu passes tes diplômes, je te connais depuis que tu es joueur. Je veux que tu viennes me donner un coup de main. On sera plusieurs dans le staff. Voilà, il y a une mission. Faut la réussir et je compte sur toi. Est-ce que ça te tente de réfléchir? Appelle-moi. Je lui dis, c'est tout réfléchi. Je suis avec toi. Et donc, comme tu as dit, première expérience, t'intègres donc ton rêve, l'équipe nationale. Hein. Donc on va rappeler cette période. Donc vous êtes le duo Taoussi Ghedagui. Qui c'est qui était avec Rachid Ben Mahmoud. Voilà, Ben Mahmoud. Dure 1 an. 12 mois entre le barrage retour match contre le Mozambique 4-0 à Marrakech. Il y a la CAN 2013. CAN 2013, c'est quoi? C'est un match nul contre l'Angola, 0-0, un peu triste. Un match contre le Cap-Vert où on fait une première mi-temps catastrophique et ça se rattrape par une égalisation de l'Arabi. Et un match un peu fou, qui est un troisième match nul où on mène au score 2-2 contre l'Afrique du Sud. Donc 3 points en 3 matchs, ça passe pas. Avec encore une fois, le recul, c'est pour ça qu'on fait des podcasts longtemps après. Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Parce que on parle quand même d'une équipe dont certains joueurs sont encore présents. En 2013, il y a déjà Mnatia, il y a, je pense, Belhanda qui est là. Il y a le Hamadi. Il y a Hamadi qui est là. C'est tout. Puisqu'il y a le Mayarli dans les buts, les latéraux ont changé. Qu'est-ce qui n'allait pas dans cette équipe? Écoute, c'est pas ce qui allait pas, c'est qu'il faut qu'on reprenne le contexte. C'est-à-dire qu'avec le temps, il faut donner raison aussi un peu à Rachid, même s'il a été très décrié. C'est qu'on prend l'équipe au mois d'octobre. Au mois d'octobre pour le fameux match de barrage. Mm-hmm. Donc on fait le match de barrage, on se qualifie pour la Coupe d'Afrique, donc on est mi-octobre. Et en fait, il te reste qu'une date FIFA. C'est le fameux match du Togo à Casa où on fait plein d'essais pour essayer de vite trouver la formule. Mais même il y avait des stages, je me rappelle, je pense que le nombre de joueurs convoqués a été phénoménal. Non. En fait, on s'occupe des locaux et des A. Donc on a fait des stages pour les locaux, évidemment, puisqu'on devait se qualifier pour le CHAN, ce qu'on a bien fait aussi, parce que les gens l'oublient, mais on élimine la Tunisie. À l'époque qui est championne en titre du CHAN, on les élimine et on qualifie l'équipe du CHAN pour l'Afrique du Sud. Donc en fait, nous on prend l'équipe en cours de route avec tous les problèmes qu'il y a eu auparavant, on se qualifie brillamment et on a un match amical contre le Togo au mois de novembre. Et où tu as des joueurs que tu connais, tu sais que tu vas emmener et donc il faut essayer de trouver les mecs que tu vas emmener avec toi. Et donc, en fait, sur un match, tu dois essayer de vite faire le choix. Et après, tu as ta préparation pour la Coupe d'Afrique. Ta préparation, elle est bien passée. Tu tombes dans un groupe qui, a priori, paraît abordable pour tout le monde. Mais à l'arrivée, tu te rends compte que pour passer, c'est pas si facile. Le Cap-Vert, après, c'était une surprise pendant 3 ans en Afrique, jusqu'à ce que nous, on les élimine dernièrement. Et encore, on a même souffert avec eux. Mais à l'époque, c'est le début de l'histoire du Cap-Vert. T'as l'Angola qui sort, je crois, d'une Coupe du Monde, non? Ils étaient qualifiés pour la Coupe du Monde. Et t'as l'équipe organisatrice qui est l'Afrique du Sud. Je pense que ce qui a pas marché, on a manqué aussi un peu de réussite. Parce que le dernier match, tu aurais pu te qualifier sur le dernier match. Le premier match, tu fais un match moyen. Et le deuxième match, tu fais un non-match. Mais ce que je retiens, c'est que nous, on était parti avec Rachid pour construire une équipe. Je m'en rappelle. On avait dit, il faut lancer
le maximum de jeunes. Il avait fait des choix forts. Par exemple, il avait retiré Hussein Kharja. À l'époque, ça avait fait grand bruit, mais aujourd'hui, il faut donner raison à Rachid, parce que moi, j'aime bien les gens quand ils critiquent, mais aujourd'hui, le Hamadi, ça paraît comme un très grand joueur. Il faut pas oublier que quand il joue contre le Cap-Vert, il fait une erreur. Oui. Une passe et tout le monde le met. On cite d'ailleurs l'erreur de Cerezo du Brésil. Donc tout le monde le tue, dit le Hamadi, comment ça, et on n'a pas pris Kharja, et puis on se rend compte que 5 ans après, c'est le meilleur joueur de l'équipe nationale au milieu, et plus personne ne met en doute le Hamadi, mais à un moment donné, il fallait l'installer, c'était des choix à faire. Il y a Belanda aussi qui était avec nous encore. Il y a Seyss aussi qu'on avait appelé nous. C'est une période un peu difficile pour l'équipe nationale. Pourquoi ? Parce qu'elle se passe en pleine polémique sur le statut des locaux par rapport aux binationaux, etc. Il y a beaucoup de discussions là-dessus, qui est symbolisé, on va aller vite, par le cas Hafedi, qui est le 23e, qui est écarté, mais qui est là et qui revient dans la liste et qui rentre et qui marque. Et comment aujourd'hui que tu es un acteur du championnat du Maroc, est-ce que tu comprends tout ce qui s'est passé dans cette période? Comme polémique, discussion, avec y compris des dérapages, des excès, mais quel regard tu portes sur ce débat aujourd'hui, des années plus tard ? Pour moi, c'est des débats qui sont stériles. En fait, tu te rends compte que quand l'équipe elle se qualifie, quand tu as les résultats, il y a plus de débat. Quand tu vas à la Coupe du Monde, il y a plus de pourquoi j'ai une connerie Belanda, ou pourquoi Benratia, ou pourquoi Seyss, ou pourquoi c'est les Marocains Amrabat. D'ailleurs qui était à la CAN, parce que tu disais Amrabat aussi était là. Il y a plus de débat. En fait les débats, c'est quand il y a les mauvais résultats. Forcément il y a des polémiques, et puis on essaie de trouver des boucs émissaires, puis on essaie de trouver des solutions aussi, et puis on essaie de trouver aussi des problèmes. Mais moi, le recul que j'ai sur cette situation, elle est surtout contractuelle. Tu peux pas donner 1 an à un sélectionneur. Quand tu donnes 1 an à un sélectionneur, tu le tues parce qu'il n'a pas de visibilité pour travailler. Les joueurs ne croient pas au projet parce qu'ils savent qu'il est sous contrat que pour 1 an. Et donc, forcément, il y a toujours des gens qui vont faire croire qu'il restera pas. Et donc, le joueur, comment tu veux qu'il croit en toi et qu'il te suive dans ton projet, s'il se dit, de toute façon, tu seras pas là et ce sera un autre. Donc, c'était un peu biaisé. Donc, nous, on y a été un peu avec la nia de notre époque. C'est-à-dire, nous, on va donner pour notre pays, on va essayer de faire jouer le plus de jeunes. On va lancer les Barada, les Bardiche, qui était la sélection olympique un peu à l'époque. On a insisté sur beaucoup de jeunes joueurs. Et puis voilà, et puis on a mis notre, on va dire, tout notre courage et notre envie pour faire en sorte que l'équipe nationale soit là. Et d'ailleurs, on finit bien sur un match nul en Côte d'Ivoire où on aurait pu gagner. La Côte d'Ivoire qui se qualifie à ce moment-là avec les Drogba et tout, où tout le monde pensait qu'on allait prendre une rousse. Mais on a fait un bon match. Donc voilà, c'est une bonne expérience, on va dire. Quand tu débarques en équipe nationale, voilà, tu fais partie de la première génération, disons, de joueurs qui arrivent, qui ont grandi à l'étranger. On est dans une équipe qui est, c'est un peu les locaux qui vous accueillent. Ensuite, quand tu es sur le banc de touche, tu es en position de cadre, et tu as une équipe cette fois qui est dans la formule inverse, c'est-à-dire qui est une autre génération, une autre culture, peut-être plus compliqué à fabriquer un groupe parce qu'il y a plusieurs langues, plusieurs backgrounds, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris? Alors tu vas dans le comportement de cette génération. Est-ce que tu as trouvé, parce que c'est pas loin, entre 2013 et 2004, il y a une dizaine d'années, et je pense que beaucoup de choses ont changé dans ces dizaines d'années où tu as changé de poste. Comment tu as regardé ça, toi? Non, mais c'est une autre génération. Tu sais. Ne serait-ce que ici, même au FUS, tu vois, avec les jeunes joueurs que j'ai, je me rends compte que aujourd'hui, alors que j'ai que 43 ans, tu vois, le décalage il est immense. On a changé de galaxie. Les mecs ils vivent dans une autre planète. C'est plus les mêmes montants, c'est plus la même médiatisation, c'est plus le même rapport au maillot, c'est plus tout a changé. C'est pour ça que, bien sûr, nous on est un peu à l'ancienne, on est un peu nostalgique de ce football de l'époque, mais aujourd'hui c'est un autre football. Et en fait, si nous on s'adapte pas, on peut pas comprendre. Donc en fait, oui, quand je vois certains comportements, bien sûr, il y a des comportements qui m'ont un peu déçu de certains joueurs parce que ils sont jeunes et ils se rendent pas compte c'est quoi de porter le maillot de l'équipe nationale. Tu vois, c'est surtout ça. Mais en même temps, quand tu regardes un peu autour, quand tu vois que Rabiot, il refuse d'être suppléant en équipe de France, ou que tu vois Augustin qui refuse de venir en équipe de France Espoir, tu te dis qu'en fait, c'est pas marocain, c'est générationnel. Et en fait, tu te rends compte que cette génération, elle est perchée un peu. C'est moi, c'est si je viens, je joue. Si je joue pas, ça m'intéresse pas. Le projet m'intéresse pas. Et en fait, il y a que quand tu vas à la Coupe du Monde et que tu la gagnes comme ils l'ont fait l'équipe de France, que Rabiot il prend une gifle et qu'il se dit merde, j'ai peut-être fait une connerie. Comme des gamins. Et en fait, je pense que c'est pour ça que ce que tu dis, c'est que moi je pense qu'en 2013 ils étaient trop jeunes. T'avais beaucoup de jeunes.
qui venaient, qui se disaient, oh bon, c'est l'équipe nationale. Et comme beaucoup de joueurs qui viennent issus de l'immigration et qui jouent dans des bons clubs en Europe, quand ils viennent en équipe nationale, je pense qu'ils pensent qu'ils rendent plus service à l'équipe nationale que l'équipe nationale leur rend service. À partir du moment où ils l'ont compris, je pense qu'Hervé, c'est pour ça que je dis qu'il a fait du très bon boulot, tu le sens sur le terrain, je pense qu'il leur a fait comprendre l'importance de venir en équipe nationale, l'importance de tout donner, et que celui qui était pas content, eh ben, il pouvait rester chez lui. Ça, quand tu étais sur le banc de touche, c'était pas le sentiment général. Je pense que c'était pas le sentiment général parce que les gamins, ils savaient qu'on avait qu'1 an et que même si tu leur portais ce discours, je pense qu'il y en avait qui leur colportaient que de toute façon on sera pas là et qu'ils reviendraient. D'accord, c'est très clair. Alors tu arrives au FUS ensuite et là tu construis un palmarès, premier titre de champion pour un club qui n'en avait pas, il faut le dire, Coupe du Maroc, Coupe du Trône. Tu débarques dans un système qui est le championnat du Maroc. Qu'est-ce qui te surprend en arrivant? On parle de foot, ensuite on parlera de l'environnement, mais qu'est-ce la première chose qui te frappe en arrivant du monde pro, en débarquant à Rabat pour ta première saison de Botola? Écoute, j'arrive dans un club structuré où déjà il y a Jamel Selami et Hassan Hamouta qui sont passés avant, qui ont structuré le club. Donc déjà, on n'avait pas encore ce centre qui est magnifique. Donc on s'entraînait dans des conditions un peu, on va dire amateurs, sur un synthétique, sur un terrain un peu, je me rappelle, un peu comme un terrain vague. Donc on bricole, mais moi je suis jeune, j'ai envie, donc je m'en fiche, tu vois. Et là tu découvres le Botola et là l'engouement il te surprend, quoi. Tu t'attendais pas à ça. En fait c'est le décalage qu'il y a. Alors maintenant entre aujourd'hui et il y a 4 ans, tu vois, déjà je trouve que il a beaucoup évolué. C'est-à-dire que moi ma première année je suis choqué, on joue à midi à Knitra sur un synthétique de pH où si tu tacles, tu te rases la cuisse, t'as une pizza et un truc et il fait 40 degrés, tu te dis mais déjà comment on peut nous faire jouer dans ces conditions, tu vois. Et c'est un championnat de première division. Donc ça me choque au départ. Après, t'as la contrepartie. Tu vas jouer contre le Raja, tu vas jouer contre le Wydad et là, tu vois le public, tu vois le stade et tu vois l'engouement. Et donc, tu dis qu'il y a un peu un truc à 2 vitesses qui a été réglé depuis 4 ans. C'est-à-dire qu'en termes d'infrastructure aujourd'hui, c'est plus le même championnat. Et le niveau, il est, je pense qu'il a été multiplié par 3, je pense. Tu vois, par rapport à la première année, je sens que c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus structuré. Tous les clubs, ils sont structurés. C'est plus difficile de gagner un match maintenant et les terrains ils sont meilleurs maintenant. Quand tu vois le terrain de Jdida, tu vois le terrain de Berken, t'as le nôtre, t'as Tanger, Tétouan leur ont refait la pelouse aussi, et Gadir. Maintenant tu joues dans des bonnes conditions. D'accord. Et qu'est-ce qui te surprend alors? Pas te surprend, mais qu'est-ce qui te marque quand tu arrives au niveau des joueurs, de leur talent, de leur comportement, de l'investissement qu'ils ont par rapport encore une fois à ton expérience? Si je te demande vraiment de nous raconter tes premières impressions, parce que maintenant tu fais partie de la famille, quoi. Aujourd'hui, s'il fallait faire un comparatif entre aujourd'hui, mon groupe d'aujourd'hui et le premier groupe que j'ai pris, c'est le jour et la nuit en termes de professionnalisme. C'est ça surtout. En fait, j'ai mis 4 ans, peut-être un peu moins, pour instaurer le professionnalisme ici au club. C'est-à-dire qu'au début, les joueurs, ils comprenaient pas qu'il fallait arriver à l'heure ou qu'il fallait arriver une demi-heure avant pour pouvoir travailler. Ils comprenaient pas que il y avait des séances de récupération. Il y avait plein de choses qu'ils comprenaient pas. Par contre, ils comprenaient qu'il fallait être payé à la fin du mois. Donc en fait, ils comprenaient pas que c'était professionnel. Ils comprenaient que c'était professionnel que pour être payé. Par contre, dans l'hygiène de vie, par exemple, ils étaient en surpoids. Des mecs étaient en surpoids, tu prenais le taux de masse graisseuse, c'était honteux. Mais ils arrivaient à jouer dans le championnat et à briller. Et en plus, on leur faisait croire que c'était des bons joueurs parce que ils marquaient un but ou deux. On leur faisait croire que c'était un bon joueur. Donc le plus dur, c'était de leur faire comprendre que s'ils voulaient atteindre le haut niveau et s'ils voulaient être de vrais professionnels, il fallait plus bosser. C'est ce qu'on a mis en place avec le temps. Mais c'était surtout dans ça et dans la mentalité, dans le travail. C'était très compliqué. En fait, ils aimaient pas bosser. Mais on leur a appris à aimer bosser. Alhamdoulilah. Mais Walid, c'est pas seulement une présence sur le banc de touche, c'est également une grosse présence médiatique. Tu t'es distingué très vite par des déclarations très sincères que moi j'adore, en particulier des petites piques vis-à-vis de tes concurrents directs, le WAC souvent, le Raja aussi. Non mais c'est vrai, moi j'aimais beaucoup ça, que c'était un monde un peu qui ronronnait. Tu l'as un peu réveillé avec une présence en plus dans un club qui n'était pas jusque-là distingué par ces fracas médiatiques, et là tu as repris dans la figure, j'ai envie de dire, tout le flot de réactions. Comment tu as vécu ça, toi? Écoute, bien et mal en même temps, parce qu'en fait, des fois j'ai pas été compris, des fois on a fait exprès de pas me comprendre, des fois on a fait des choses pour faire en sorte que les gens s'énervent contre moi. Et en fait, dans tout ça,
C'est ce que je dis souvent. Moi, j'aime le football. Et le football, c'est pas que le terrain, c'est tout ce qu'il y a autour. J'aime quand le match, c'est pas que le match du samedi, c'est 3 jours avant. C'est moi quand je parle, j'imagine toujours les mecs au café en train déjà de parler, en train de dire ah t'as vu, je dis une connerie mais il y a Fus Phare et t'as vu et il a dit ça et j'espère qu'on va gagner et faire monter. Et c'est ça pour moi le football, ça fait partie. C'est ce qu'on aime voir en première ligue, mais dès que ça arrive au Maroc, mais ils étaient pas habitués. Après honnêtement, j'ai jamais calculé. Tu vois, il y en a qui disent ouais il calcule, il veut faire du Mourinho. En fait non. Non, en fait, je parlais naturellement, comme je parle à mon pote quand il vient, il me dit alors, tu penses quoi? Tu penses que tu vas aller gagner au Raja? Bah ouais, je vais taper le Raja. Tu vois, c'est ça. Bien sûr. Et en fait, j'ai pas mis de filtre en fait. Alors peut-être c'est aussi une erreur parce qu'on va me dire ouais, mais t'es entraîneur, tu peux pas. Mais j'ai envie de dire moi, je m'en fiche. J'aime le foot. J'ai été footballeur, je suis entraîneur aujourd'hui. Je gagne, je perds. C'est pas la mort. Demain, je vais retourner à l'entraînement. Je vais bosser 2 fois plus pour regagner la prochaine fois. Mais qu'on s'amuse quoi, qu'on s'éclate. C'est à un moment donné, c'est ça. Et maintenant en fait, je me rends compte que tu vois quand je vais à Casa, ils comprennent plus maintenant les mecs parce qu'en fait à un moment donné les mecs pensaient que j'aimais pas Louis Dead. Après quand ils ont vu que de temps en temps je mettais un peu au Raja, donc les Louis Dead ils étaient contents, ils disaient ah t'as vu même il a mis au Raja. En fait ils ont compris qu'en fait lui c'est avec tout le monde quoi. Il est comme ça Walid, tu vois. Et puis tant mieux, tu vois. Et puis j'aime bien ce que t'as dit. Quand ça les concerne ils aiment pas trop, mais quand c'est pour les autres ils aiment. Mais en fait il y a un moment donné où j'ai fait un peu exprès, c'était l'année du titre parce que j'estimais que si je voulais être champion, il fallait que je mette la pression sur le Wydad. Ouais, c'est donc là ça, où c'était un peu tactique. Je me suis dit, bon, comment je fais? J'avais un groupe jeune. Je me suis dit, ils vont avoir la pression si on commence à leur parler du titre, ils vont pas savoir gérer. Donc moi, je vais la prendre, la pression. On va s'amuser. Mais je vais surtout essayer de mettre la pression sur les joueurs. Et comment je peux leur mettre? C'est peut-être en chauffant un peu leurs supporters, peut-être en les remettant en question pour qu'ils leur disent attention si vous perdez, pour que les mecs quand ils rentrent un peu sur le terrain, ils pensent toujours parce que quand tu penses à si je perds, qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours mieux que dire on va gagner. Et en fait, c'était ça mon objectif, tu vois, de dire mardi Nasso pour que les supporters disaient comment l'Arsarto et pour que les mecs ils se disaient mais c'est vrai que si on perd, attention le mec. Et en fait, c'était ça l'objectif. Après ça a marché, ça aurait pu ne pas marcher. Tant mieux pour nous, je vais te dire. Mais c'était ça. Après, c'est bon enfant. Moi, à chaque fois que je vois des Wydadi, des Rajaoui, c'est ce que je dis souvent. On me dit, t'aimes pas, mais à chaque fois, les mecs, ils me disent, ouais, bon, tu nous as un peu énervé, mais on aime bien quand même. Donc, en fait, mine de rien, les mecs qui aiment le football, ils aiment ça, en général. Bah, je te le dis, tu m'as un peu énervé, mais je t'aime bien quand même. Voilà, non, je vais juste terminer avec, pour une fois qu'on a un grand technicien bardé de diplôme, quelques petites questions sur le foot. Alors, qui c'est le plus fort, Messi ou Ronaldo? Ah, tu es obligé, ouais. Maradona. Bonne réponse. Est-ce que c'est vrai? Alors des questions comme ça, rapides, réponses courtes. Est-ce que c'est vrai que Nibet sur le terrain gueulait beaucoup? Oh, plus qu'il gueulait. Il faisait plus. Mais tu vois, ça fait partie aussi des choses. C'est-à-dire que sur le coup, t'aimais pas, et en fait, avec le recul, tu te rends compte qu'en fait, c'était un grand capitaine. Alors, autre question. Quel est l'attaquant le plus compliqué que tu as affronté, celui qui t'a fait souffrir? Ronaldo. Mais le Brésilien. Le vrai? Ouais, le vrai, comme on dit. D'accord, donc ça s'est passé, j'imagine, avec Santander contre le Real. Ouais. Ça donne quoi, vu de près, Ronaldo? Parce que j'adore ce bonhomme. C'est avec du surpoids, et il te tue, parce que en plus, il est avec du surpoids, il a pas envie de courir, et puis quand il accélère, il te met 3 buts. Donc après, tu dis, en fait, tu comprends que tu fais pas le même métier. En fait, moi, la Liga, parce que j'y suis à l'époque de la Liga de las Estrellas, où il y a tout le monde, où il y a Riquelme à Villarreal, où il y a Forlan, il y a tout Batista, il y a tout le monde dans tous les gros clubs. Et en fait, tout ton rêve de quand t'es gamin, tu crois que peut-être tu peux être le nouveau Messi ou le nouveau Ronaldo. Et en fait, quand tu joues contre eux, tu te rends compte qu'en fait, Dieu, il t'a pas donné les mêmes dispositions, et qu'en fait, ils ont tout. Et en plus, ils ont travaillé. Donc tout avec en plus le travail, ça donne ces joueurs-là. En fait, Ronaldo, quand tu le vois sur le terrain, c'est comme Ronaldinho. Tu te dis qu'en fait, tu fais pas le même travail, tu fais pas le même métier. Et en fait, tu comprends pourquoi ils sont payés autant. Ce que je disais tout le temps à ma femme, Ronaldinho, je paierais pour le voir jouer. Et quand tu es sur le terrain, tu le vois jouer parce qu'il te fait des trucs qui ont rien à voir avec le football. C'est de l'art. Alors, quel est l'adversaire qui t'a le plus énervé? C'est un sale comportement, pas fair play, le bonhomme, tu as envie de Beckham. Ça raconte un peu. Sur le terrain? Ouais. Il te parle, il est pas content, faut pas le toucher, D'accord. Quel est l'entraîneur qui t'a beaucoup apporté tactiquement, dont tu t'inspires? Je parle vraiment de celui qui t'a apporté pas comme joueur, mais même comme futur entraîneur. Roland Courbis, je pense que pour moi, il a tout compris du football. Après, il a ses défauts, c'est Roland, mais quand il te parle football,
En général, il a rarement tort. Il connaît. Après, il a ses défauts, comme je dis, mais il les connaît. Mais c'est un... Roland, tu peux rester 3 heures à parler football. Et tu peux essayer de lui démontrer, il va t'expliquer les choses et tu vas comprendre. Et quand il est en forme, Roland, comme coach, c'est le meilleur. Et quel est l'entraîneur qui t'a le plus agacé, quoi, celui qui t'a énervé, quoi? Agacé, ils m'ont tous un peu agacé quand même. Ceux qui me faisaient pas jouer, ils m'agaçaient. Parce que tu comprends jamais pourquoi tu joues pas, tu vois. Donc ils t'agacent, mais non, en général, avec qui j'ai eu le plus de problèmes, c'était plus Nouzaré à Toulouse. Mais en fait, avec le temps, je me rends compte qu'il m'a rendu service. Donc voilà. Mais je pense que l'année où je suis à Toulouse, il n'a pas été très honnête avec moi, mais j'étais jeune. L'équipe la plus forte dans laquelle tu es joué? 2004. Enfin, équipe nationale. Après, en club, je pense à Santander. Quand on a Felipe Melo, Yossi Benayoun, Garay, Zigic, on avait des futurs pépites on savait pas que c'était des futurs pépites, mais à la fin, les mecs ont fini à la Juve, au Real, à Liverpool. Pendant 10 minutes, tous les joueurs sont gratuits. Tu vas en prendre 3 pour le FUS. Tu prends qui dans le monde? Messi, Ronaldo. T'en manques un. Et Iniesta, je l'ai fait venir du Japon. D'accord, tu n'as qu'une attaque en fait. Oui, ça va suffire. Alors, autre question, imaginons un peu que le FUS soit injecté dans le championnat de France. À quel niveau il évoluerait selon toi? Honnêtement, je pense que ça dépend. On serait capable de jouer en Ligue 1 et on serait capable aussi de jouer en Ligue 2. Ça dépendra des matchs. C'est-à-dire que le degré de motivation, c'est-à-dire que les joueurs en général du championnat du Maroc sont capables de se sublimer. Comme par exemple, je me rappelle, Raja avait joué Nice, Bilbao, donc ça prouve qu'ils ont le niveau, ou bien Tanger contre Granada. Mais nous, par exemple, je sais qu'on avait été joué contre Tenerife, on n'était pas motivés, on en a pris 3. Donc, on est entre les deux, je pense. Entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Entre Ligue 1 et Ligue 2. Fin de Ligue 1, début de Ligue 2. Voilà, je pense. Oh, ok. Dernière question, pour ou contre la vidéo, le VAR? Moi, je suis contre. Je suis contre parce que je trouve que ça dénature la vraie raison du football originel, on va dire. C'est-à-dire que pour moi, le football, il vit avec les erreurs de l'arbitre et par les erreurs de l'arbitre. C'est-à-dire que ce qui fait parler encore de Angleterre, Argentine en Coupe du Monde 86, c'est la main de Maradona que l'arbitre n'a pas vue. Et c'est un moment mythique du football, de l'histoire du football, et de l'histoire. Et s'il y avait eu la VAR ou le VAR, je sais pas comment on le dit, mais ça existerait pas. Et justement, les discussions de comptoir ou de supporters, souvent elles sont dues justement à il y avait penalty, il y avait pas penalty, il y avait coup franc, il y avait pas coup franc. Et en plus, la réalité, c'est que quand tu vois un ralenti, si tu veux dire qu'il y a contact, il y aura toujours contact, donc tu auras toujours la légitimité ou pas de siffler penalty ou pas, et ce sera toujours à l'appréciation de l'arbitre. Et à rajouter encore, et quand est-ce qu'on utilise la VAR ou pas? Ça marche pas bien, quoi. Peut-être qu'à terme on y arrivera, mais je pense que moi c'est en plus arrêter le match comme en finale de Coupe du Monde, t'attends de voir s'il va siffler penalty, pas penalty. Moi ça dénature le jeu. Voilà, bon, c'est pas un truc où je suis fan. 3 noms d'entraîneurs, tu me dis celui que tu préfères: Mourinho, Guardiola, Klopp. Je prendrais un peu de tout. Je prendrais la com de Mourinho, la mise en place de la possession de Guardiola et le pressing et la verticalité de Klopp. Pour moi, et je rajouterais Simeone. Qu'est-ce que tu prends sur Simeone? L'organisation défensive? L'organisation défensive et la rage de ses joueurs. C'est-à-dire la grinta, le Cholo, moi, il me fait rêver parce que ces équipes, chaque année, on dit l'Atlético et chaque année, ils sont là à se battre. Parce que je crois que les gens se rendent pas compte de l'exploit que c'est de lutter contre le Barça et le Real ces dernières années. On a oublié quelqu'un, je sais pas, tu veux parler de quelqu'un? Sarri, Conte, quelqu'un? Sarri, j'adore ce qu'il a mis en place à Naples et j'attendais de voir ce qu'il allait faire avec Chelsea. Et tu vois, j'ai été mauvaise langue dernièrement à dire ouais, mais Sarri avant il faisait pas ce qu'il faisait à Naples et en fait il a une vraie identité de jeu. Je pense que c'est un top coach, ouais. Mais d'accord. Cholo, Sarri, je pense que c'est des mecs qu'il faut pas non plus oublier. T'as raison. Merci beaucoup, Elite, c'est super. Merci.